ain't no free pass, that's a leech pad. 자신 있으면 왜 갖고 와 Gpad. I don't need cash, I just show my face. 너의 우리 지인의 지인이네. Ouais, tu vois là. Je te demande s'il a la forme, le gars il met son meilleur bâillement. L'entraînement du jour, là, c'est quoi le programme aujourd'hui? Bah, fait sprint, départ start en confrontation. Ouais. C'est-à-dire on va être départ start et on va courir un groupe de 3, 4. C'est quoi ça en termes de niveau? Genre ils vont mettre en termes sur le même niveau et... De toute façon on a quasiment tous le même niveau en départ start sur les courtes distances, on a tous à peu près le même niveau donc... Ouais, ok, donc ils te mettent vous mettez face à des gars et juste vous démarrez? Ah c'est ça, on fait des départs et je sais pas sur quelle distance ça va être, on va faire sur plusieurs 20, 30, 40, peut-être un peu plus. Moi à la base je suis vraiment plus un cours de 200, c'est-à-dire qu'une fois que je suis lancé, déployé, c'est là où je vais vite. C'est parti pour la finale du 200 mètres masculin. L'excellent départ de Usain Bolt qui va avaler Christophe Lemaitre dans ce couloir numéro 7. Usain Bolt qui enchaîne et qui va sortir en tête du virage. Allez Christophe, il est dans les temps, il peut se battre. Déploie tes jambes Christophe, t'as foulé, arrache-toi. Lemaitre, Bolt, champion olympique du 200 mètres. Médaille, le mec, il est très essentiel. Moi, je suis pas quelqu'un qui répond par la puissance, je réponds vraiment par j'ai d'autres armes, mais qui est pas la puissance pure, qui permet de pousser dans les starts, qui permet d'aller vite. Est-ce que tu penses que ça vient pas du coup, tu parles de ta morphologie, en fait c'est peut-être, enfin, ta morphologie, ok, mais est-ce que c'est pas une question de musculature aussi? C'est vrai que je suis pas un gars non plus qui prend énormément, qui pousse énormément, je veux dire dans le sens, là j'ai énormément travaillé là-dessus pendant plus d'1 an et demi. Sur quoi? Sur la masse? Sur la prise de masse tu veux dire? Pas sur la prise de masse en tant que telle, mais vraiment sur la puissance pure. C'est-à-dire à soulever lourd, à faire de la presse lourde, des choses comme ça. Beaucoup travailler sur l'haltérophile. T'en fais un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas. Comment on ne voit pas, tu sais, sur les réseaux, c'est simple. Comment on ne voit pas faire de l'haltérophilie, on a l'impression que t'en fais jamais. Mais j'imagine que t'en fais quand même. Oui, j'en fais. Mais à l'époque, j'en faisais très peu. Là, j'ai commencé vraiment pour les blessures dans un premier temps, mais aussi après pour travailler ton explosivité. Mon dépôt de puissance, exactement, ouais. Pour le sprint, naturellement, en fait, nous, de toute façon, en haltéro, c'est simple, hein. Ça donne. Ah, c'est ça, oui. Et vous avez un démarrage qui est quasiment identique. On a une triple extension au niveau de la cheville, genou, hanche, tu vois, que vous avez aussi sur le départ. Donc, naturellement, ça s'emboîte plutôt bien. Après, je suis assez surprise quand même que t'aies pas fait d'haltéro avant. À l'époque, avec mon club, c'était mon club actuel, mais avec mes anciens coachs, c'était pas la politique. C'est vrai? C'était pas la politique, c'est-à-dire on voulait pas trop faire de muscu c'était dans l'objectif de pas dénaturer la morphologie, tu vois ce que je veux dire. On était un peu à la vieille école, il faut en faire, mais pas trop. En fait, je connaissais jamais mes max, que ce soit en squat, en arraché, je n'avais jamais d'épaulé quasiment. Je faisais juste des arrachés ou des arrachés fentes, en haltéro c'est tout. En demi-squat ou en quart de squat, je connaissais pas du tout mes max parce qu'on n'en faisait jamais. Un athlète fort, c'est un meilleur athlète. Naturellement, un athlète qui a de la masse musculaire, c'est forcément un meilleur athlète. Alors, on ne demande pas d'être bodybuilder, ça serait pas logique. Mais ils avaient peur de ça en fait, ils avaient peur que en fait, en termes pas de puissance, mais vraiment de masse, c'est-à-dire vraiment que j'ai les muscles qui grossissent. Et donc si j'ai les muscles qui grossissent, il faut être capable de le traîner sur la piste. Je vois le propos, mais alors c'est pas du tout pour dénaturer la qualité de coaching de tes coachs, mais est-ce que tu penses que c'était parce qu'ils maîtrisaient pas le sujet, en tout cas ils maîtrisaient pas la prépa physique pure et dure dans la musculation et dans les fondations? Je pense qu'ils étaient pas préparateurs physiques, ils étaient coachs de sprint, ils avaient d'expérience là-dessus, mais ils étaient pas vraiment purs préparateurs physiques. Le prépa physique, il prépare physiquement pour rendre l'athlète plus fort. Le coaching, t'apprends à courir. Oui, c'est ça. Tu vois, je suis assez surprise, donc du coup ça fait que un an que tu fais ça. Un peu plus d'1 an, vraiment, je fais vraiment du gros travail de muscu. Alors au début ça m'a fait bizarre parce que l'année dernière j'ai pas avancé, parce que j'ai fait vraiment que ça en fait de la muscu, j'ai pas trop fait de sprint. On l'a mis un peu à l'écart parce que il fallait repères aussi un peu peut-être. Ouais, c'est ça exactement, c'est logique. Donc il a fallu un peu prendre son mal en patience et T'as l'impression d'avoir pris du muscle là, du coup, depuis? Pas spécialement. Autant je peux soulever lourd, autant prise de muscle pas spécialement. Et là du coup tu t'entraînes ici depuis combien de temps? Alors en fait l'année dernière je venais 1 semaine par mois ici. Le problème c'est que moi j'étais un peu de partout, je m'entraînais une semaine par mois ici à Nantes, après j'étais sur Metz.
Ouais. Ensuite, je redescendais sur Aix pour voir ma famille. Donc, ça faisait trop de voyages, quoi. Donc, du coup, pour vraiment optimiser la prépa, et pour ça, que mon coach, là, Richard, me voit plus souvent, maintenant, je fais 3 semaines ici et 1 semaine sur Metz, quoi, maintenant. Quand t'as pas entraînement, tu fais quoi? Bah, ça dépend, en fait, ça dépend des moments. Quand je suis au Krebs, parce que moi, je loge au Krebs de Nantes. D'accord. Donc, T'es en contrat avec eux? C'est juste. Non, en fait, là, je loue la chambre à l'année, en fait. Ils me louent la chambre à l'année, donc je loge là-bas, en fait. C'est quoi qui te permet de faire ça? C'est ton statut? Non, c'est que j'ai mon club qui m'a permis de trouver des financements pour ça, en fait. D'accord. C'est pour ça. Mais du coup, quand t'es là, tu fais quoi? Tu fais rien? Bah, pas grand-chose, parce que on est un peu loin du centre-ville. Bah, de toute façon, après la semaine, quand tu fais t'as des journées un peu longues avec 2 entraînements, bon, bah, Ouais. ça passe vite. Et puis ta famille, elle est pas là aussi. Ouais. Donc, C'est un peu les week-ends où c'est compliqué. parce que les week-ends, t'as pas entraînement? Il y a juste le samedi matin, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Et samedi matin. Ouais, et après, ouais, c'est repos, ouais. C'est un job à plein temps en fait. Tu n'as pas plein temps, puisqu'on s'entraîne pas de 8h à 19h, mais... C'est quoi les horaires là? T'arrives ici, Ah ouais, c'est l'après-midi surtout, c'est ça? Parce que ce matin, tu t'es pas entraîné? Non, je travaille avec les kinés, mais je me suis pas entraîné, non. Ok. Non, il y a des séances, et journées on fait du bi-quotidien, comme le lundi, le jeudi. Ouais. Mardi, c'est très light, parce qu'on a juste travail de prévention blessure, ici. Vous faites pas d'haltéro, j'imagine? Parce que c'est bon prévention. Ouais, mais ça, C'est un truc, tu sais, d'haltérophilie. Non, c'est quoi? Vous faites de l'accessory, des trucs comme ça? bah, on fait beaucoup de mobilité, étirement, Ok. ce genre de choses. Ok. On travaille un peu de prophylaxie aussi. Ouais, logique. Ok. Et puis après, mardi, vendredi, samedi, bon, c'est pas du bi-quotidien. C'est souvent des séances de sprint ou de côte samedi. Ouais, bah ouais, à l'ancienne. Oh, Comme ça. c'est un enfer, je sais pas si... Enfin, moi, je me rappelle comme si c'était hier, avec le cross, on t'avait fait des séances de côte, c'était un enfer. Mais ça rend plus solide. Ouais, c'est ça. C'est de constater que ça fonctionne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec une psy, du coup? Parce que c'est, pour rappeler quand même, alors le travail de prépa mentale, du coup, c'est un vrai job, tu vois. Et je pense que ça a été démocratisé il y a pas très longtemps, tu vois. Oui. À l'époque, les athlètes n'étaient pas forcément dirigés directement vers un truc de prépa mentale. Donc du coup, toi, ça fait pas longtemps que tu bosses avec elle, au final. Bah, ça fait depuis 2007. Oh, quand même. Ça fait quelques années. Mais ça aussi, j'ai un peu sauté le pas parce que avant, j'avais beaucoup d'a priori sur la psychologie. Pour moi, c'était vraiment pour des gens qui étaient faibles mentalement en compétition, tu vois. Tu vois, c'était un peu l'idée, tu vois. Ouais. Oui, parce que moi, je me dis, bah, si t'y vas, c'est que ça va pas, quoi. T'avais exprimé le besoin d'avoir une... Bah, il y avait un moment, ouais, en 2015, justement 2014-2015, ça allait pas trop parce que il y avait des phases, notamment au départ, quand on en revient, où j'avais plus du tout confiance en moi, où je sentais que ça partait pas, j'étais à la ramasse et ça avançait plus, quoi. Ouais. J'avais plus de confiance, la même confiance que j'avais avant. Ouais. Et à un moment, ça me bouffait. Et il y a même un moment des séances de start, j'en ai pleuré une fois à l'entraînement parce que j'arrivais pas à résoudre le problème, quoi. Ouais. Et t'as eu assez de... Je sais pas si c'est du courage, mais de te dire, en fait, là, j'ai besoin de quelqu'un. Voilà, oui. Parce que là, après, là, on a fait une saison en 2015. 2016, il y aurait l'année des Jeux. Ouais. Donc, il fallait que je mette tout en œuvre pour revenir au niveau et donc sauter un peu de zéro et me libérer mentalement parce que ça me bouffait mentalement et il fallait que je me libère. Ouais. Donc là, tu te dis, ok, je vais prendre une psychologue et je vais bosser sur ça. C'est ça, exactement, ouais. Et ça a changé quoi? Bah, beaucoup de choses. Honnêtement, ça m'a permis de prendre conscience que, par exemple, j'ai évolué en tant que personne et que je pouvais plus avoir peut-être le même état d'esprit que j'avais quand j'étais jeune que maintenant, en fait. Ouais. Et il fallait que je trouve d'autres facteurs, d'autres raisons peut-être pour trouver un peu cette transcendance que j'avais en compétition, quoi. C'était quoi du coup avant? Bah avant j'y allais sans poser de questions, c'est-à-dire que j'avais une compète, mon but c'était le plus vite possible et gagner la course, point. Ouais. Et la finalité de ça, qu'est-ce que ça t'a apporté de courir le plus vite possible et gagner une course? Allez, c'est parti, Christophe Lemaitre qui est un peu resté dans les stats alors que c'est Chambers qui est parti très fort avec Marc Louis Francis. Allez, Christophe, faut venir, mon garçon. Oui, tu vas le faire, tu vas le faire. Tu es champion d'Europe, tu es champion d'Europe. Bah, à la base, c'était juste montrer que c'était moi le meilleur, tout simplement. C'est juste. C'est là où je voulais que t'en viennes en fait. Hein, c'est juste. Je pense que c'était juste par fierté personnelle de se dire que c'était moi le plus rapide sur la piste et aussi améliorer mes chronos, ça voulait dire que je m'améliore, quoi. Tout simplement que je dépasse mes limites à chaque fois. Et c'est vrai que plus tu vieillis, bah tu gagnes en maturité, mais forcément, bah tu connais le milieu maintenant, t'es plus insouciant et tu te poses des questions sur. Quand ça va pas, bah pourquoi ça va pas, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça va pas? Et donc tu te poses des questions et peut-être à l'époque j'avais pas les armes pour essayer de pouvoir répondre à moi-même à ces questions, en fait.
Peut-être aussi parce que tu étais jeune. Oui, aussi, bah, comme j'ai dit, j'ai perdu cette insouciance et maintenant je me posais beaucoup de questions. Avant, à l'époque, je m'en foutais de qui je courais. Et puis petit à petit, je commençais à regarder les start list, ce qu'ils ont fait, etc. C'est du côté passionnel à ok, c'est mon job. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais. C'est cette espèce de stress en mode parce que je pense que plus t'as dû voir un avant-après clairement dans les années 2010, tu vois, là où t'as fait tes championnats qui ont un peu marqué l'histoire. Je pense que t'as vu aussi un avant-après à ce moment-là en mode ok, jusqu'à maintenant c'était pourquoi j'étais fort et ça boostait mon ego parce que je gagnais des courses. Et là aujourd'hui ça prend un tournant différent, tu vois. Les gens ils te connaissent davantage, on en attend plus de toi, donc on est moins indulgent, tu vois. Ouais. On est plus dur aussi sur tes scores qui en apparence sont bons, mais comme ils sont moins bons que tes records, bah on va potentiellement un peu dire que t'étais pas en forme ce jour-là alors que toi tu l'étais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a tout cet engrenage aussi en mode ça passe du perso, genre c'est bien la course, c'est trop bien, je me sens bien, à ok c'est un job. Bah, il y avait le côté oui, mais j'ai pris conscience que c'était mon job, c'est ce qui me permettait de gagner ma vie, de vivre pleinement de ce sport. Il y avait toujours quand même la passion aussi, parce que j'adorais courir, j'adorais la compétition, mais il y avait, comme je dis, beaucoup plus de questions. Comme je dis avant, maintenant je regardais contre qui je courais, s'il faisait en termes de chrono. Je dis ah merde, je suis que 5e temps de la saison comparé aux gars. Ah ça D'ailleurs ça joue beaucoup. On a l'impression que, tu sais, ils nous annoncent que genre t'es telle place par rapport au chrono et tout, mais est-ce que ça joue beaucoup en réalité? Bah après de toute façon, on a l'habitude de dire que de toute façon dans une course, les chronos de la saison donnent des indices sur la tête de forme, mais après tu sais très bien que t'as des gens qui courent vite, en début de saison, mais à la fin ils avancent plus, ou inversement des gens qui ont du mal à courir, mais après d'un coup en fin de saison ils commencent à cavaler et aller vite. Donc c'est juste un indicateur, mais tu vois tu peux t'empoisonner la vie avant une course en disant ah oui là je suis que 5e chrono désengagé, ça va pas être évident. Et puis après le problème c'est que tu commences à le médiatiser, tu vois sur le réseau, tu te fais critiquer parce que t'as pas avancé, on dit que t'es fini, nanana. Ça aussi ça te bouffe. Donc ça aussi l'aspect prépa mental il rentre en jeu et il fait son job quoi, tu vois. Ouais c'est ça. C'est à ce moment-là où t'entends un peu. C'est parce que j'ai l'impression que c'est plus l'environnement extérieur qui fait que ça modifie ton mental plus que le sport en lui-même et ton travail, tu vois. Ouais. Tu parles des gens qui parlent de tes scores, tu parles des gens qui sont en lice avec toi et qui ont des scores, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression que c'est tous ces éléments extérieurs qui font que ton mental il vrille. Ouais, c'est ça. Donc après c'est pour ça que ça m'a fait du bien parce que elle m'a dit la psy bah arrête de regarder tout ce qu'il dit sur toi. Moi je m'empoisonne plus la vie là-dessus quoi. Ouais. En 2010, t'es passé sous la barrière des 10 secondes. C'est ça. Félicitations. Merci. Je vais te passer les commentaires sur le sol blanc, patate. Ah bon, t'en parles pas? Non, je vais te laisser tranquille avec ça. Ta vie, elle a changé après ça ou genre? Médiatiquement, oui. Ouais. Oui. Médiatiquement, ça a été un truc de malade. Ça a été rapporté dans plein de médias, même à l'étranger d'ailleurs. Ouais. Moi, c'est même avant les Jeux de Londres, il y a beaucoup de médias étrangers qui sont venus à Aix-les-Bains. Ouais. T'imagines des médias étrangers qui viennent à Aix-les-Bains en Savoie? En plus, Aix-les-Bains, c'est quand même un peu comme ça pour aller à Aix-les-Bains, non? J'avais fait un championnat de France de cross là-bas. Oui. C'est un peu la galère pour aller là-bas. Ah bah c'est sûr que oui. Donc imagine un média étranger qui doit. En fait, je crois que j'avais un média étranger du Brésil qui était venu à Aix-les-Bains, quoi. Mais tu te dis, mais merde. Stylé quand même. Oui, c'est stylé, mais j'imagine la galère du journaliste. T'imagines, il se tape à Rio, Paris, Lyon, Aix-les-Bains. Alors, médiatiquement, ça a changé. Logique. Financièrement, ça a donné quoi? Il s'est passé des trucs ou? Oui, bah non, si, il s'est passé des trucs par rapport à mon équipementier où bah forcément j'avais un contrat avec eux. Elle dit que c'est ça. Ouais. Ça a changé également parce que j'ai un contrat avec eux et il y avait des. De l'argent, on est d'accord. Hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Et même à ce moment, même avant même. Ouais. Mais t'as des primes qui tombent. Il y a des primes et aussi on va dire entre guillemets le salaire qui augmente aussi. Attends, là c'est que de la curiosité. Ça veut dire que tu signes une prime en mode si je descends en dessous de 10 secondes. Non, en fait ça dépend des courses, ça dépend de ce qu'il y a dans le contrat. Tu peux avoir des primes à la médaille, c'est-à-dire par exemple si tu es champion du monde, champion olympique, ils te donnent tant. Tu as des primes à la performance, c'est-à-dire tu as fait tel chrono sur 100, ils peuvent augmenter ton salaire à l'année. Ça c'est stylé, hein, c'est un peu comme en footballeur en fait. C'est ça, ouais. Oui, il y a des. C'est vrai que ça je ne savais pas, enfin je savais pas, j'en doutais, mais c'est la première fois que. Parce que factuellement nous on sait pas comment vous vivez, enfin, c'est pas la Fédé qui vous paye, on est d'accord? Tu reçois pas. Alors, il y a ce qu'on appelle la liste des athlètes pro. Ouais. C'est-à-dire tu peux avoir un salaire entre guillemets pour avoir un statut de salarié, par rapport à la Sécu et tout comme ça. Voilà. Donc, mais ça c'est réservé vraiment à l'élite, on va dire entre guillemets, ceux qui sont. Non, je suis plus l'élite. Avant j'y étais, oui. Là on parle de la période où tu viens de passer sous les 10 secondes. Donc avant ça n'existait pas ça encore. Ouais, ça existait quelques années après ça. Ouais. Mais j'avais pas de salaire de la Fédé, j'avais ce qu'on appelle des aides à préparation.
compensation, c'est-à-dire il me donnait tant par an et ça servait à payer les kinés, les stages, et des choses comme ça, les déplacements. Est-ce que c'est dû au fait que tu aies 60 000 personnes sur les réseaux ou que c'est toi? Il y a un peu les deux, ouais. Il y a le réseau et aussi parce que c'est moi également, donc la portée que ça peut avoir. Oui. Parce que tu vois, j'en parlais récemment par rapport aux athlètes qui, aujourd'hui, si t'as pas de monde sur les réseaux, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Genre là, toi, je pense que t'es tombé aussi dans une année où on valorisait plus l'athlète, et la performance et la médiatisation plus que les followers Ouais, c'est ça, ouais. Et l'impact sur les réseaux sociaux, tu vois. Je pense qu'on est tous au courant que tu tentes les JO pour cette année, et c'est trop cool. Bon, tout va bien. Mais de toute façon, toi, cette année, c'est plutôt les 200, donc tu vises le 200. Tu vises aussi sur le 100 mètres? Bah, je vise, de toute façon, je vais faire les deux, donc si je peux me qualifier pour les deux, ça va me gêner, mais c'est sûr que je suis plus à coureur de 200, donc je sais que j'aurai plus de... Ouais, tu auras plus de chances de te qualifier en 200. C'est ça. En termes de... Je vais essayer de retourner un peu sur les mindsets. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Alors déjà, c'est qui Christophe Lemaître dans la chambre d'appel? Est-ce que t'es en mode... je saute sur place, je me prépare, machin? Est-ce que t'es en mode préparation? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux me décrire? C'est calme vraiment calme extérieur, mais impatient à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que en chambre d'appel, je reste assis, j'essaie de bouger, je bouge pas trop pour pas trop bouffer d'influx quoi. Des fois je rebouge un peu pour me réchauffer, trucs comme ça, mais ou pas m'endormir. Mais il y a ce côté impatient qui dit putain j'ai envie de sortir, j'ai envie de courir, etc. Donc parce que je pense que personne, moi j'ai eu la chance de vivre ça parce que j'ai fait une grosse compétition de CrossFit, mais c'est vraiment rien à voir par rapport à vous, tu vois. En fait les gens se rendent pas compte que du coup t'entends toute la foule dehors, t'entends le bruit, je sais pas si toi vous l'entendez ou si c'est insonorisé ou quoi, tu vois. Ça dépend des compètes. T'entends tu sais c'est galvanisant, t'es là, tu sais que tu vas jouer une course, tu vois, tu sais que ça va être important. Tu sais que y a des gars, ils sont là, ils blaguent pas, tu vois. Et des fois, ça met du temps. Vous mettez combien de temps, vous, à peu près, à arriver dans la zone, puis arriver sur la piste? Ça dépend des compètes. Par exemple, au jeu, on restait, pour la finale, on est resté 40 à 50 minutes en chambre d'appel. Wow. Parce qu'il y avait 2 chambres d'appel aussi. Ouais, mais incroyable, parce que du coup, t'as quand même le temps. En fait, on se rend pas compte, mais tu t'échauffes avant, tu vois. Il y a tout ce côté échauffement, machin. C'est-à-dire que tu restes 40 minutes comme ça, genre à attendre. C'est ça. Après, dans des compétitions comme ça, t'as 2 chambres d'appel. T'as la première chambre où ils appellent les athlètes ou les rassemblent. Après, ils évacuent dans la deuxième chambre d'appel où t'as un peu plus d'espace pour t'entraîner, rester chaud, où t'as même quelques lignes droites en tartan pour pouvoir remettre les pointes et courir un peu. C'est comme à l'abattoir quoi. T'attends que ça soit longtemps. J'ai une photo à te montrer. Tu penses à quoi là? Il y a quoi dans ta tête là? Parce qu'en fait tu restes kéblo comme ça, tu vois. Il se passe rien. En fait c'est toujours ça en fait. En fait dans le sens où... Il y a quoi dans ta tête? Est-ce que, moi je veux vraiment savoir, est-ce que tu te parles à toi-même genre vas-y go ça va bien se passer, tu vas niquer tout? Est-ce que tu dis rien? Genre c'est le calme plat et il n'y a rien. Je dirais pas que c'est le calme plat parce que j'ai vraiment le corps en ébullition, c'est-à-dire là aussi je suis impatient parce qu'il faut toute la présentation. Là. En fait il y a un mélange de plein de sentiments, il y a un mélange d'impatience, d'excitation, de pression aussi parce que là on est là c'est la finale du jeu, un peu de peur aussi, un peu de peur parce que c'est la course de ta vie quoi. Donc, c'est un gros enjeu quoi. La finale du jeu c'est un gros enjeu. Donc il y a un peu de tout en fait. C'est un mélange de beaucoup d'émotions, de sentiments. Et là dans ces instants-là j'essaie de rester calme, mais en même temps rester concentré sur le truc, tu vois. De pas regarder à droite à gauche le public qui est applaudi ou les gars qui bougent dans tous les sens. Mais vraiment de focus sur mon couloir, sur ce que je vois devant, terminé quoi. Ouais, t'arrives à voir le public ou tu t'en fais abstraction totale? J'essaie de pas y penser. De toute façon après vu le brouhaha que c'est, tu sais qu'il est là. Donc... Mais tu fais pas attention, genre tu regardes pas dans le public. Je regarde pas les gens. J'essaie pas de regarder. Si tu vois, c'est ta daronne qui let's go! Attends, elle m'avait dit qu'elle te rendait, allez, je sens que c'est par là. Il y en a qui ont besoin, je connais pas des grands athlètes, les autres d'ailleurs, je connais pas, mais il y en a peut-être qui ont besoin aussi de se sentir un peu, tu sais, il y en a qui sont égocentriques un peu, tu vois. Oui, je comprends, oui. Et je pense qu'il y a des athlètes qui aiment prendre l'énergie de la foule, tu vois. Derrière une grande course, il y a forcément une grande atmosphère, tu vois. Tu peux pas. Ah oui, bien sûr, oui. Tu peux pas faire autant de bruit une fois que tu apprends que t'es 3e, tu vois, en finale de 200, et ça peut pas avoir une incidence aussi énorme s'il y avait pas autant de monde. Oui, bien sûr, oui. Il a déployé ses immenses compas. Christophe Lemaître est devant nous. Il est médaille de bronze. Il est médaille de bronze, Christophe olympique. Lemaître, ça y est, il a terre. Les poings en l'air. Je pense que
quand tu fais une médaille, oui, là, le public, il joue énormément son rôle parce que tu peux célébrer, tu peux faire le tour d'honneur. Tu sais qu'il y a t'as des Français qui sont venus assister aux Jeux Olympiques et tout, donc là, tu peux vivre avec eux, tu peux communier avec eux. Mais c'est vrai qu'avant, t'essayes pas trop parce que, enfin, pour moi, du moins, parce que moi, je dis d'abord, il y a la course à faire. Ouais, t'as tout approuvé en fait. Il faut d'abord que je me projette sur la course et après, là, s'il y a un truc, bah là, je peux faire ce que je veux quasiment. J'ai une autre question aussi. Ça, c'est un de mes athlètes qui veut te la poser. Elle vient pas de moi. Il se demandait, alors lui, il est athlète en crossfit, il fait partie des meilleurs européens, donc c'est vraiment un espoir, un bon espoir. Et lui, il se demandait comment, mentalement, est-ce que tu fais pour... Alors, on sait que t'as pas mis fin à ta carrière. Non. Tu vois, ça, je le sais. Mais comment est-ce que, après, donc, tu as eu tes meilleurs résultats entre 2010 et quoi 2000... Entre 2010 et 2013, on va dire ça? Ouais, c'est ça. Et puis après, un regain en 2016, ouais. Ouais. Comment est-ce que mentalement tu remets un coup de fouet à tout ça à chaque fois, tu vois? C'est quoi? Parce que je pense que, pour plusieurs raisons, parce que je pense que je suis encore capable. Ouais. Parce que... Physiquement, mentalement, les deux? Les deux, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai toujours dit, le jour où j'arrêterai vraiment la clé, mais vraiment, genre, je m'entraîne plus, c'est parce que mentalement, j'aurais lâché. C'est-à-dire, mentalement, j'ai plus envie, quoi. Même si physiquement, je veux, je peux. Si mentalement, j'en ai marre le cul, j'arrêterai, tu vois. Ouais. Mais ça reste c'est encore ta passion, quoi. Là, pour le moment, oui, mais encore... en fait, les gens, ce que les gens comprennent pas, c'est que, ouais, moi, j'adore ça. Au-delà du sport de haut niveau, je parle. Ouais. Là, je parle vraiment du sport en lui-même. C'est que j'adore la compétition, j'adore courir contre des gens. Et t'en as encore les capacités, en fait. C'est surtout ça, je pense. Oui, mais je pense que même si je n'avais plus les capacités de faire du sport de haut niveau, si j'ai envie de continuer de faire des courses, mais même si c'est au niveau départemental régional, je continuerai. Mais peut-être aussi qu'on se rend pas compte que le haut niveau, c'est dur, mais que tant que tu sens que t'es capable de l'atteindre... Ouais, tant que j'ai encore le niveau, tant que je pense que je suis capable d'être un athlète de haut niveau, oui, c'est sûr que je continuerai parce que je me dis que, physiquement, je pense que j'en suis capable parce que j'ai vécu beaucoup de freins dans ma carrière, notamment avec les blessures. Ouais. Et ça m'a été par les ischios, là. C'est ça. Et ça m'a pas, ça m'a pas permis justement de montrer vraiment ce que j'étais capable. Rien que pour moi-même déjà. Rien que pour moi-même, je me dis que j'aurais pu faire plus. Tu trouves pas que t'es dur avec toi un peu? Non mais. Tu te trouves objectif là? Oui, je pense que j'aurais pu faire plus. Parce que c'est pas l'image que tu renvoies auprès des sportifs passionnés qui ont regardé tes performances. On n'a pas l'impression que t'en as pas fait assez, tu vois. Bah, peut-être pour les autres oui, mais pour moi, je sais que j'aurais pu faire plus. C'est pour ça que je te dis que je pense que t'es dur avec toi. Parce qu'il y a des trucs, ça s'appelle la fatalité, il y a des trucs par lesquels tu as été obligé de... Mais je pense que la fatalité, moi je pense que c'est une fausse idée parce que la fatalité des blessures, beaucoup de gens pensent que des blessures c'est la fatalité, je me suis blessé, c'est comme ça, c'est triste, mais... Non. Oui, voilà. En tant que préparatrice physique, non, je suis pas d'accord. Pour moi, voilà. Ça vient de ta prépa physique à 100%. Oui, voilà. Ça vient du peu de musculation que tu as fait dans ta carrière. C'est ça. Et de la surexposition de tes muscles à des efforts puissants et pas assez à des efforts de force et de renforcement. C'est ça. Je pense que ça vient d'ici parce qu'un muscle qui lâche, c'est pas pour rien, tu vois. C'est qu'il s'est senti en danger. Oui, c'est ça, ouais. Naturellement. Mais du coup, ça m'a quand même empêché, quoi qu'il en soit, de continuer un peu dans mon élan et surtout de gagner peut-être des médailles que j'aurais pu gagner. Par exemple, un exemple très concret, 2013, je suis en finale du 100 mètres au championnat du monde. Je suis 10-0-0 en demi, j'aurais pu passer pas loin, je suis sous les 10 encore une fois. Ouais. Et derrière, en finale, je me claque l'ischio et à la finale du 200. Et le troisième, il a fait un chrono qui était largement à pas porter. Ouais. Et en fait, je me dis qu'il y a eu des médailles, que ce soit au championnat du monde, même européen, que j'ai loupé à cause de blessures et que j'aurais pu avoir. Toi, j'aurais pu gagner encore plus. Est-ce que maintenant que tu sais ça, tu peux pas aussi... Alors, je sais que tu m'as dit que tu fais un peu de muscu quand même, mais apprendre de ces erreurs-là, tu vois, et de mettre l'accent un peu plus sur ce qui a pas été bien fait. Parce que tu cours bien, c'est indéniable. T'as une belle technique, t'es fort, t'as été coaché pendant des années, je pense, de la meilleure des manières. Cependant, le coaching, ça fait pas tout, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que là, pour toi, t'es convaincu d'être capable de retourner au niveau que tu veux là maintenant? T'en es convaincu? Si j'ai fait, je pense que si j'ai fait là, cette année, tous ces sacrifices, en termes surtout de vie sociale, de vie familiale, parce que là, pendant 3 semaines, je vois pas ma famille, je vois personne que je connais, c'est que j'en suis convaincu. J'ai fait ce qu'il fallait, je pense, l'année dernière, en termes de muscu, de prépa, quitte à pas courir vite du tout, parce que je savais que derrière, ça pouvait peut-être m'aider à être plus entraînable et donc être capable de faire des vraies séances de sprint et de revenir à un certain niveau qui me permet de revenir au niveau et peut-être encore montrer que je suis capable de faire des choses. Pour moi, tu vois. Je voulais pas finir sur quelque chose
me correspondait pas, quoi. On peut faire mieux, mais tu sais dire que t'as pas été loin de ce que tu pouvais faire de plus, tu vois. Ouais. Tu peux avoir une petite marge de dire, bon, bah oui, j'aurais pu faire mieux, mais c'est une marge négligeable. Je pense que c'est les blessures qui te mettent dans ce mood-là. Oui, voilà. Ouais. Mais je pense que là, j'aurais pu faire mieux, mais beaucoup mieux, en fait. C'est ça. Encore que tu peux faire un peu mieux, mais un petit peu, genre une médaille ou deux, tu vois. Bon. Ouais. Tu parles en termes de en termes de niveau de palmarès. De niveau de palmarès, ouais. Je pense que j'aurais pu avoir plus. En termes de médailles européennes, peut-être une ou deux médailles mondiales en plus, tu vois. Je pense que c'était. Bah vas-y, hein, cette année. Bah c'est le but. C'est le but. T'as déjà eu envie d'abandonner ou? Je reconnais que ça m'a traversé un peu l'esprit. Ouais. Notamment les dernières où j'avançais pas du tout, c'est vrai que ça me bouffait, même si je savais que de toutes les façons j'avais pas avancé parce que j'étais dans une préparation qui me permettait pas d'avancer, qui me permettait d'abord de courir en bonne santé, sans blessure, sans gêne. Ouais, mais il y a un vrai step quand même entre la bonne santé, le truc, et l'ultra haut niveau. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc j'étais dans des moods où si je reste comme ça cette année, c'est-à-dire si cette année je suis au même niveau que l'année dernière, on t'a arrêté le niveau, ça c'est sûr, je me suis déjà dit ça, oui. Ah ouais. Bon, ça va pas continuer longtemps, visiblement. Non, là, vu ce que je fais par rapport à l'année dernière, c'est du jour à la nuit. Donc là, je suis assez content. J'ai vraiment repris confiance en ce que j'étais capable de faire et sacrifier une année a été mon choix. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, comment on se qualifie aux Jeux Olympiques? C'est quoi le mood, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs moyens de se qualifier. Il y a ce qu'on appelle le système de tour de minima. Ouais. C'est-à-dire que la fédération nous dit, par exemple sur 100 mètres, je m'en souviens plus des chronos, donc, mais sur 100 mètres, il faut faire 10,00, je crois, quelque chose du genre. Ah ouais, c'est devenu un classico maintenant. Ouais, voilà. De descendre sous les 10, quoi. Oui, alors que ils ont pas tout, ils ont pas des, enfin. Alors que j'ai l'impression que les chronos n'ont pas changé d'ailleurs. Ouais, voilà, oui, on a eu. C'est toujours. Enfin, on n'a pas. Les sprinteurs français claquent pas des chronos en dessous de 10 secondes c'est chaque année, quoi. C'est faux, hein. Oui, mais il y a quand même des disciplines où tu vois que les chronos chaque année ils descendent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Avec l'arrivée de la prépa. En fait, ça descend. La moyenne, on va dire, des chronos descendent. Ouais. Mais en max, ça descend pas plus que ça. Bah, c'est quoi, la 9,56 le record? 58. Le premier départ, Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras, il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60. 58. Ouais, donc oui. Mais après, on parle d'un Bolt qui était surhumain. Non, mais clairement, mais il y en a qui s'en sont rapprochés quand même un petit peu, tu vois. À 58, non. Ouais. Encore peut-être plus sur 200 avec Noah Lyles. Ouais. Mais sur 100 mètres, il n'y a pas beaucoup de chronos en dessous ces derniers temps, des chronos en dessous des 9,80. Hein. Ouais. Mais toi, de toute façon. Alors que tu avais des Tyson Gay, des Safa Powell, des Kathleen qui pouvaient faire ça, par exemple. Ouais. Mais après Bolt, des gros chronos en dessous de 9,8, on n'a pas eu des masses. Hein. Ouais. Donc du coup, minima. Donc ouais, la minima. Pourtant, un chrono officiel sur la saison. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors, via le ranking mondial, c'est-à-dire si je suis classé... Les résultats de tout le monde, de toute l'année, c'est ça, un peu? Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est un peu comme bon, pour donner un ordre d'idée, c'est un peu comme au classement du ATP tennis. C'est-à-dire que tu fais des compètes, en fonction du niveau, de la perf et de la place que tu as à cette compète, ça t'apporte tant de points. Ouais. Et en fait, ils prennent de toutes les compètes que tu avais la saison, ils prennent tes 5 meilleures courses qui t'ont apporté le plus de points. Ouais. Ils font la moyenne. Ouais. Et avec cette moyenne, ça te donne ton placement au niveau de... Et ils prennent les combien? Ils repêchent des gens, limite dedans, c'est ça un peu? Des gens qui n'ont pas fait le minima? Et en fait, la World Athletics envoie des invitations à ces athlètes-là. D'accord. À 3 par pays, évidemment. Ouais. Limité à 3 par pays. Game, c'est un peu le même mood. Hein. Et après, c'est ça qui est fort. Après, il faut que ta fédération accepte l'invitation pour que tu puisses y aller. Parce que tu peux avoir des invitations, mais si la FFA te dit bah non, on dit non. Oui. Ah, parce qu'en fait, dire non, en fait, tu n'iras pas au JO parce que c'est dead. Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à un championnat du monde en fait. Je sais plus. Il y a eu plein d'athlètes français qui avaient des invitations World Athletics et la Fédé a dit non. C'est dégueulasse. Elle a dit non parce que soit ils n'ont pas le niveau, ils considèrent qu'ils n'avaient pas le niveau, quoi que ce soit. Et donc ça a créé beaucoup de remue-ménage chez les athlètes. C'est dégueulasse.
Et donc, C'est dégueulasse parce que enfin, c'est pas ça reste la fédé, mais t'as la chance de pouvoir ramener un tête-à-tête là-bas et tu vas lui dire non. bah oui. Ouah, c'est dégueulasse. Il aura dit non, oui. Ouais, c'est dégueulasse. C'est quoi les 3 avantages d'être un athlète de haut niveau? Il y en a pas. Il n'y en a pas. Parmi tous les avantages, je vais t'en trouver les plus pertinents. Alors c'est un peu cliché, mais c'est plutôt les compétitions, dans le sens... Quand tu fais des compétitions au niveau amateur, départemental, régional, c'est bien, mais quand tu es dans la sphère au-dessus, c'est vraiment au niveau national, des fois international, quand tu rencontres peut-être même d'autres adversaires d'autres pays. Ouais. Là, tu dis que c'est vraiment... C'est quoi cet avantage-là? C'est quoi l'avantage? C'est vraiment un autre monde. En fait, c'est plus une expérience, en fait. Ouais. C'est vraiment une expérience Ouais. que tu vis rarement, quoi, en fait. Ouais. De se dire, je peux me confronter à des gens d'autres pays au niveau international, tu peux voir ce que tu vaux vraiment, en fait. Mais en fait, c'est grisant, en fait. Tu te dis, putain, je rencontre un gars, là, qui vient des États-Unis, un gars de la Jamaïque, alors que c'est des pays du sprint, tu te dis, c'est génial. Alors, certains, ça peut les faire peur, hein. Ça peut un peu les... Ouais, je pense que ça peut les bloquer. Une finale de 200 mètres à côté, sur le couloir d'à côté de Usain Bolt, ça doit pas non plus être la chose la plus facile à faire. Ah bah, je pensais au niveau, mais après, c'est vrai que quand tu es au très haut niveau, te dire, tu peux faire des championnats d'Europe, des championnats du monde, c'est des expériences que, techniquement, c'est réservé à une élite, quoi. En fait, c'est ce côté inaccessible qui rend ton boulot hyper chouette. Ouais, c'est ça, ouais. Le commun des mortels ne peut pas faire ça. En fait, t'as une certaine obligation, entre guillemets, de performance, donc d'assiduité à l'entraînement, et certains entraînements, bah, tu sais que ça peut être compliqué. Est-ce que c'est encore du plaisir pour toi de t'entraîner? Non, il y a encore du plaisir. Bah, même si on me dit demain, mon coach il me dit demain tu fais une grosse séance aérobie, tu vas vomir, bon bah, je ferai la gueule, tu vois. Tu dis ça avec une déconcerte. C'est genre, bon bah je vais vomir, mais bon, j'ai pas envie. Ah, c'est comme ça. J'aurais pas envie d'y aller, tu vois. Ouais. Mais si j'y vais pas, j'aurais regretté de pas y être allé parce que j'ai l'impression d'avoir... Mais il y a une accoutumance aussi, tu vois, une accoutumance à ce genre d'effort. Parce que tu sais que, c'est pas parce que tu vas vomir que tu vas devenir meilleur, mais tu sais que quand tu bouffes des séances un peu salées comme ça, tu sais que c'est ce qui te rend plus fort. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une part un peu obligatoire. Ce qui est un peu dommage aussi, enfin l'inconvénient, c'est que on croirait pas, mais des fois tu peux tomber aussi dans une certaine routine. Ouais. Par exemple, c'est toujours programmé tel jour, telle heure, tu fais ça. La semaine prochaine, bah, t'as peu préparé ça. Peut-être le contenu peut un peu varier, mais globalement, tu sais ce que tu vas faire, enfin quel type de séance tu vas faire. Et donc là aussi, il y a une espèce de routine qui peut s'installer qu'on croirait pas quand tu es athlète de niveau, mais si. En fait, là, ça rejoint un peu le commun des mortels, c'est que bah, tu peux aussi tomber dans une routine également qui peut un peu te gaver. Ouais, et puis après, si vous vous entraînez comme ça, c'est que ça fonctionne aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, tu vas pas changer toutes les semaines de configuration d'entraînement alors que ça fonctionne comme ça, tu vois. Ouais. C'est une dernière question. Vas-y. Imagine, il y a un petit qui te regarde pendant cette vidéo et il veut devenir comme toi. Pas grand premier blanc à gagner, mais juste il veut devenir comme toi. C'est quoi ton tips pour lui? Ou pour elle, d'ailleurs? Que tu aurais peut-être potentiellement aimé avoir quand tu étais jeune aussi. Ou que ton coach t'a donné et que ça t'a aidé. Whatever. À des jeunes, vraiment, si tu parles de jeunes, de petits. Ouais, ouais. Ça dépend. Pas des darons comme moi, 30 ans, c'est souvent, on sait que les hauts niveaux comme ça. Je pense que pour vraiment des jeunes, d'abord, je leur privilégierais beaucoup plus, vraiment plus transmettre d'abord la passion, du sport. Parce que devenir du sportif de haut niveau, si tu dois le devenir, tu le deviendras. Ouais. Si tu as les capacités physiques et mentales aussi, bien sûr, qui suit derrière, tu le deviendras, je pense. Mais je pense que d'abord, il faut qu'il apprenne certaines choses comme déjà aimer ce qu'il fait, la passion de son sport, qui est plus important, parce que c'est un facteur aussi de continuité aussi, de vouloir s'entraîner dur et de continuer à s'entraîner dur. C'est d'abord la passion de son sport. C'est vraiment privilégier. C'est ce qu'on fait, je pense, beaucoup de personnes. C'est privilégier le jeu avant l'enjeu. Ouais. Tu vois, c'est privilégier le plaisir et se faire plaisir également avant de penser au niveau. Je veux être comme lui, nanani. T'as raison de le dire parce que je pense que maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui veulent juste faire ça pour la fame, c'est pour ça. Le côté. Tu vois, ce qui n'arrive absolument jamais au commun des mortels, tu vas gagner une course ou quoi. Ou alors voilà, t'as même les parents qui poussent un peu. Ah, ça c'est le footballeur, ça. Ouais, ça c'est le footballeur. Non, mais c'est ça, tu vois, je pense que les enfants aussi sont un peu perdus, un peu comme les réseaux sociaux, tu vois, ils se mettent pas sur les réseaux sociaux pour partager un peu leur vie, ils se mettent pour avoir des followers et pour trucs, tu vois. Il y a ce côté passionnel qui est un peu mis de côté, c'est vrai. C'est bien d'insister sur ça. Non, c'est bien d'insister, mais surtout c'est indispensable. Moi, je pense que si j'avais pas la passion de mon sport, j'aurais peut-être dans les phases où ça allait pas, ces dernières années, j'aurais peut-être déjà arrêté maintenant, en fait. Ouais. Et comme on a dit avant, il y a des séances qui me mettent mal, où tu sais que tu vas finir peut-être à terre, mais tu fais parce que tu as la passion de ton sport et tu sais qu'en compétition, tu auras des compétitions derrière où tu pourras te lâcher, tu vois. Ouais.
Et Tu penses pas que ton coach aussi Pierre Carraz, il t'a un peu donné cette passion, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as commencé, t'avais quel âge quand t'as commencé avec lui? 15 ans. Ouais. T'étais déjà très passionné par la course? Or c'était déjà ton... Bah en fait, disons que ça t'est arrivé à toi. J'adorais faire la course contre des potes, Ouais. montrer que j'étais pas rapide parce que j'étais déjà rapide comparé à d'autres. Mais j'avais déjà cette passion de la compétition, cette passion du courir contre les gens. Et c'est vrai que ça, au fur et à mesure des courses, des compétitions, ça s'est accentué. Ça m'a permis vraiment de trouver ma voie et de trouver quelque chose que j'aimais vraiment, ouais. Sans lui, t'aurais pu avoir la carrière que t'as. Il dit souvent que j'aurais été entraîné par d'autres entraîneurs, ça aurait marché pareil, mais je pense que non, parce que lui, il avait lui aussi cette passion de son sport. Il avait l'expérience et il avait vraiment un œil technique remarquable. Et je pense que avec d'autres athlètes, d'autres coachs, j'aurais peut-être pas réussi peut-être aussi bien que. Je pense que c'est sa passion qui a fait que. Oui. Il a retransmis ce côté. Il est un passionné, oui, c'est un passionné. Bon, aussi, ça a beaucoup de travail également, mais ça a été un passionné. Il est vraiment à fond dans les entraînements pour les athlètes qui voulaient vraiment s'investir dans ce sport. Ouais, ok. Donc la moralité, c'est que on peut rien faire sans un coach. Est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît, la caméra? Ah, je veux dire, hein. Ouais. On peut rien faire. Vas-y, dis-le, on peut rien faire. La moralité, c'est qu'on peut rien faire sans un coach. 4.